Chers auditeurs, bonjour. Vous vous apprêtez à écouter la fabuleuse histoire du Crystal Palace. L'écrin de la toute première exposition universelle, un bijou d'industrie et d'architecture né du génie de Joseph Paxton. Mais s'intéresser au Crystal Palace, c'est aussi revenir sur l'histoire de la métallurgie, sur le Royaume-Uni et ses empires coloniaux, sur des personnages hauts en couleur et des prouesses techniques. Il était une fois le Crystal Palace. Imaginez, vous êtes dans la Grande-Bretagne du 19e siècle, une Grande-Bretagne bouillonnante animée par la révolution industrielle. Son trésor, le charbon, sa clé de voûte, la machine à vapeur, son dessin, le machinisme et une production effrénée. L'histoire a retenu un nom, celui de James Watt. C'est un ingénieur écossais qui n'a pas inventé mais perfectionné la machine à vapeur, nuance, permettant ainsi l'automatisation et la réduction du coût de la main-d'œuvre, toujours trop élevé au goût des entrepreneurs, que ce soit dans les mines, les usines textiles ou l'agriculture. Mais la révolution industrielle, c'est surtout le fruit d'un fort esprit d'entreprise, d'une volonté incroyable d'innover, de produire, d'exceller. Cette révolution industrielle, c'est aussi le deuxième âge d'or du fer. Le fer, la fonte, des matériaux connus depuis des siècles qui vont peu à peu gagner leur lettre de noblesse dans le domaine de l'architecture et de la construction. Le fer, contrairement à d'autres métaux comme le cuivre, l'or ou l'argent, ne se trouve pas tel quel dans la nature. Il se présente sous forme d'onyx dans des roches. Il n'existe donc que par la main de l'homme qui va peu à peu mettre au point des techniques de plus en plus élaborées pour le fabriquer. Mais quelle est la différence entre ces matériaux? Pour faire simple, c'est une question de teneur en carbone. Bien, mais encore. La fonte, c'est du fer enrichi en carbone, un alliage dont la teneur en carbone est plus élevée que du fer forgé traditionnel. Et comment on l'enrichit en carbone, notre fer? Dans un premier temps, avec du charbon de bois. Beaucoup de charbon de bois. Or, en Angleterre, berceau de la révolution industrielle, le bois devient une denrée rare, donc chère. Cette raréfaction est due au développement significatif de l'agriculture à partir du Moyen Âge. Cela oblige les industries sidérurgiques à se déplacer continuellement d'un lieu boisé à un autre, ce qui augmente encore les coûts d'exploitation. Un homme va révolutionner le processus et ce faisant va transformer durablement le petit village de Coalbrookdale situé sur les rives de la Séverne et en faire un des symboles du Black Country. Abraham Darby, premier du nom. L'histoire ne dit pas s'il était allergique au déménagement, mais on sait de sources sûres que ce sont les expériences de Dud Dudley, un de ses ancêtres métallurgistes de talent, qui lui ont donné le goût de l'expérimentation. Mais c'est aussi la nécessité de faire baisser les prix de revient qui pousse Abraham Darby à remplacer le traditionnel charbon de bois par du coke. Le coke, c'est de la houille qui a été chauffée à haute température. Et le hasard faisant bien les choses, un petit haut fourneau est alloué à Coalbrookdale, région où la houille et le minerai de fer abondent. Il a aussi mis au point une nouvelle technique de moulage dans du sable vert, soit un sable enrichi en argile. En 1709, après un an de recherche, de tâtonnement, le procédé est au point. Dans un premier temps, la fonderie produit des bouilloires, des pots et des chaudrons moins chers pour la communauté, des pièces moulées parmi les plus difficiles à réaliser. Pas si révolutionnaire tout ça, me direz-vous. Mais la découverte d'Abraham Darby va intéresser un certain Thomas Newcomen. Thomas Newcomen, c'est le véritable inventeur de la machine à vapeur. En 1712, il met au point une pompe fonctionnant à la vapeur permettant d'extraire les eaux d'infiltration qui inondaient les mines, ce qui empêchait l'extraction des minerais à partir d'une certaine profondeur. Pour rappel, James Watt ne vit le jour qu'en 1736. Et Thomas Newcomen va faire appel à notre maître de forge pour fabriquer les cylindres de 6 tonnes destinés à ces machines à vapeur. Les commandes affluent, d'autant que la pompe est exportée en Europe, en France notamment, et la fonderie Darby fut la seule à fabriquer les fameux cylindres. En 1758, bien après la mort d'Abraham Darby, la fonderie avait déjà livré 100 cylindres, ce qui représente une sacrée quantité de fonte. Une dynastie était née. Une dynastie qui va laisser son empreinte dans l'histoire de la révolution industrielle, mais aussi dans le paysage de la région des Midlands, comme nous allons le voir. En effet, si l'utilisation du fer et de la fonte sur les chantiers s'est véritablement démocratisée au milieu du XIXe siècle pour leur qualité technique évidente, solide, imputrescible et résistante au feu, en Angleterre, le génie civil et l'architecture s'en impartent dès la fin du XVIIIe siècle. Même si la technique n'est pas encore tout à fait au point et que cela reste artisanal, le mouvement est lancé, avec en tête de proue le magnifique, l'incroyable, l'incontournable Iron Bridge. C'est comme son nom l'indique, un pont. Un pont construit en 1779 dans le bassin houillé de Coalbrookdale. Tiens donc. Ça ne vous rappelle rien? Ce tout premier édifice à structure métallique est composé de 800 pièces de fonte, et c'est un Darby, le troisième du nom cette fois, qui en fondit les pièces et mena à bien la construction de l'ouvrage avec l'architecte Thomas Pritchard. Ce faisant, ce maître forgeron de 29 ans perpétuait brillamment la tradition familiale. Mais preuve en est que nous sommes encore loin d'une production en série. Aucun des 10 cercles décoratifs n'a le même diamètre. De plus, la méthode de construction s'apparente à celle d'une construction en bois, car les pièces étaient assemblées comme on l'aurait fait avec des pièces de bois, par des systèmes de tenons, morcaises et queues d'aronde, même s'il y a aussi plus de 200 fixations à base d'écrous et de boulons, ce qui est très novateur.
En France, il faudra attendre 1801 pour que débute à Paris la construction de la première passerelle métallique imaginée par l'ingénieur Louis-Alexandre de César. La passerelle des Arts qui devait relier l'Institut de France au Palais du Louvre, alors appelé Palais des Arts, d'où son nom. Elle est inaugurée le 24 novembre 1803. Le décor est bien plus bucolique que celui de l'Iron Bridge, puisqu'on y trouve des chaises, des massifs de fleurs et des orangers. Un journal de l'époque rapporte. C'est un jardin suspendu sur les eaux et qui satisfait tous les sens à la fois. La vue se promène de tous côtés sur les plus majestueux édifices et vient ensuite se reposer délicieusement sur les fleurs de tous les pays et de toutes les saisons. L'air est mollement rafraîchi par celui de la rivière et embaumé de tous les parfums de l'héliotrope, de la rose, du réséda, du jasmin et de la fleur d'oranger. Devenu trop fragile, le pont est démonté en 1981. La structure originale a été rénovée et remontée en 1984 à Nogent-sur-Marne. Dans cette épopée de la construction métallique, on ne peut ignorer celui qui est considéré comme le grand-père des gratte-ciel. The Shrewsbury Faxmill Malting, construit en 1797 dans la petite ville de Ditchwington, non loin de la frontière galloise. C'est un bâtiment de 5 étages abritant dans un premier temps une filature de lin qui devait répondre à un cahier des charges précis. 1. Être construit près d'un cours d'eau pour faciliter l'approvisionnement en charbon nécessaire au fonctionnement des machines à vapeur. Mais 2. Être surtout ignifuge, car les commanditaires venaient de perdre une somme substantielle à cause d'un incident qui avait ravagé leur moulin à lin à ossature en bois, ce qui n'était pas rare à l'époque. Des fibres très inflammables en suspension dans l'air, une flamme, un courant d'air et plus d'usine. L'idée révolutionnaire de Charles Babbage, qui était à la fois géomètre, ingénieur et négociant en vin à ses heures perdues, fut de construire un bâtiment à ossature métallique. Exit le bois, placer des colonnes et des poutres en fonte avec des arches en briques et des tirants en fer forgé. Une idée de génie, une idée à explorer. Le Royaume-Uni mène une vaste politique de rénovation des bâtiments et sites industriels qui ont fait sa gloire. Ces 2 bâtiments en ont bénéficié. Les travaux ont commencé en 2017 pour l'Iron Bridge, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. Et en 2014 pour le moulin de Shrewsbury, qui est devenu un lieu assez incroyable, à la fois musée, espace de bureau et lieu d'habitation. Il faudra attendre les années 1830-1840 pour que le fer se démocratise dans le domaine de la construction. Ingénieurs et architectes peuvent donc désormais imaginer et créer des structures au design élaboré, les esquisses fantasmées prennent vie. La fonte étant un matériau très résistant à la compression, contrairement au fer, plus adapté à la traction, elle sera surtout utilisée pour des colonnes, tandis que le fer sera plus utilisé sous forme de poutre. D'abord caché dans les charpentes et les planchers, car même s'il protège du feu, le matériau ne fait pas encore l'unanimité, il devient de plus en plus apparent car il offre aussi la possibilité d'ouvrir les bâtiments, d'y installer de grandes verrières car une simple colonne en fonte suffit, là où auparavant il aurait fallu un épais trumeau en maçonnerie. Le fer s'impose alors partout, dans les usines, dans les gares qui fleurissent avec le développement du chemin de fer, dans les passages couverts, les halles et comment ne pas mentionner les halles Baltard, jusqu'à devenir le noble matériau de notre célèbre tour Eiffel en 1889. Mais revenons-en à présent à la star de cet épisode, un bâtiment d'exception à la structure métallique, The Famous Crystal Palace. Celui qui va être à l'initiative de cette grande exposition de 1851, c'est Henry Cole, le secrétaire de The Royal Society of Art qui existe depuis 1754. Il est impossible de le mentionner sans parler de sa contribution dans le domaine du design. En effet, en 1849, dans The Journal of Design and Manufacture, il ajoute une dimension esthétique au mot design qui jusque-là signifie plutôt conception, puisqu'il est défini comme une harmonie entre fonction, décoration et intelligence dans toute la production industrielle. Mais revenons à notre grande exposition. En 1849, Henry Cole, un homme à la curiosité insatiable, se rend à Paris pour visiter l'exposition nationale des produits de l'industrie agricole et manufacturière. Lui qui a lui-même organisé à Londres 3 petites expositions industrielles entre 1847 et 1849, se met à rêver d'une exposition internationale. Il va trouver un allié de choix pour la réalisation de son projet, l'époux de la reine Victoria, le prince Albert. Le prince Albert, un érudit ayant étudié le droit, l'économie politique, la philosophie et l'histoire de l'art, porte un vif intérêt à la science et à la technologie. Il souhaite, comme Cole, faire de l'événement le symbole de cette ère de paix et de fraternité rendue possible par le commerce mondial et donc faire la promotion de la politique de libre-échange adoptée par la Grande-Bretagne depuis 1846. Mais cette exposition, c'est surtout l'occasion pour la Grande-Bretagne d'affirmer sa supériorité technique, esthétique et commerciale sur tous ses concurrents, l'Allemagne, les États-Unis et la France, ainsi que sa toute-puissance capitaliste, militaire et coloniale, bref, de s'illustrer aux yeux du monde, voire comme on pourrait le dire plus vulgairement, d'épater la galerie tout en feignant d'ignorer les conséquences d'un tel bouleversement.
Exode rural, émergence de la classe ouvrière, paupérisation, insalubrité et criminalité, dont Whitechapel dans l'East End devient un malheureux symbole, apparition du célèbre Fog, ce brouillard épais synonyme de pollution et personnage à part entière des romans de Dickens. En janvier 1850, le comité de construction se réunit sous la houlette du prince Albert et d'Henry Cole. Il est composé de 8 personnes et que du beau monde. 2 aristocrates, 3 des architectes les plus éminents de leur époque et enfin 3 ingénieurs. Le 13 mars, un appel à projet est lancé pour une inauguration prévue le 1er mai de l'année suivante par, bien sûr, la reine Victoria en personne. Le cahier des charges est relativement accessible. Il s'agit de construire un bâtiment temporaire, simple, bon marché, ignifuge et constructible en un an dans Hyde Park. Le projet doit tenir sur une seule feuille de papier, hormis un petit texte explicatif, les participants doivent fournir une gravure, un plan simple à échelle 1 millième avec les élévations et les coupes du bâtiment. Date limite de dépôt du dossier, le 8 avril, soit 3 semaines plus tard. Plus facile à dire qu'à faire vu le délai, et pourtant le comité reçoit 245 projets, dont 38 de l'étranger. Beaucoup d'architectes et d'ingénieurs se sont attelés à la tâche, mais il y avait parmi les prétendants des amateurs, et même comble du comble une femme. Le 9 mai 1850, le verdict du comité tombe. Aucune proposition ne peut être retenue. Alors, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le comité décide de concevoir les plans du futur édifice. Mais les critiques fusent de toutes parts, le projet est fustigé dans la presse, ça sent le roussi. Notons toutefois que quelques projets avaient retenu l'attention du comité de construction et parmi ces projets, cocorico, oui soyons un peu chauvins, celui de l'architecte Hector Horrot. Après avoir perdu le concours pour les Halles de Paris en 1849 face à un certain Victor Baltard, il est écarté du projet car celui-ci ne respecte pas l'une des conditions requises, celle d'épargner les grands ormes de Hyde Park. Il décrit son projet ainsi. Toute la construction est en fer, sans une seule pièce de bois. Les fondations étant exécutées en briques, la façade sera en métal, porcelaine et verre. Le sol en asphalte, le toit sera principalement recouvert de verre épais ornemental de grande dimension ou de verre dépoli à motifs. C'est alors que notre protagoniste principal entre en scène, le beau, le grand, l'incroyable Joseph Paxton. Un personnage au destin extraordinaire, un destin digne d'un conte de fées. Et comme tout conte de fées qui se respecte, son histoire commence par « Il était une fois un fils de fermier né en 1803 qui devint apprenti jardinier dès l'âge de 15 ans et qui, ironie de l'histoire, se lia d'amitié avec l'un des aristocrates les plus célèbres de la société de l'époque, une personnalité issue d'une famille prestigieuse, proche de l'empereur de Russie, instruite, raffinée, disposant de ressources matérielles plus que confortables et chez qui la future reine Victoria, alors âgée de 13 ans, fit son premier dîner officiel entre adultes. J'ai nommé Sir William George Spencer Cavendish, 6e duc du Devonshire. Et si vous êtes amateur de bananes, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est la variété de banane la plus consommée au monde. Importée de l'île Maurice en 1829, Joseph Paxton réussit à la cultiver et lui donna le nom de Musa Cavendish en l'honneur de son ami et la distribua dans le monde entier. Hormis avoir donné son nom à une banane et avoir été un homme politique, sa grâce est l'heureux propriétaire de plusieurs résidences au Royaume-Uni, dont Chiswick dans la banlieue de Londres et Chatsworth un peu plus au nord dans le Derbyshire. C'est aussi un passionné d'horticulture. Déjà en 1813, bien avant sa rencontre avec Joseph Paxton, il fait construire dans les jardins de Chiswick une serre pour y faire pousser des fruits exotiques comme des raisins, des pêches, des figues, des ananas et même des camélias venus de Chine. Cet engouement pour l'horticulture et par extension pour les serres est étroitement lié à la colonisation. La perfide d'Albion a d'ailleurs été le lieu de l'acclimatation et de multiplication de milliers d'espèces rapportées des expéditions coloniales. Dans son infinie bonté, Sir William Cavendish loue en 1820 à une société savante, la très célèbre Horticultural Society of London, une partie de son domaine de Chiswick, et c'est dans ce jardin expérimental que Joseph Paxton obtient un poste à tout juste 20 ans, en ayant un petit peu triché sur son âge. Pour l'anecdote, le roi Charles III et son épouse la reine Camilla en sont les parrains et marraines depuis 2024, et ont reçu les titres de roi du compost et reine des abeilles. Tous les titres sont bons à prendre. En 1826, dans ce jardin expérimental, Sir William Cavendish, un célibataire endurci alors âgé de 36 ans, timide malgré son immense fortune et son statut social, fait la connaissance de Joseph Paxton, un homme doté d'une certaine assurance, d'un enthousiasme débordant et d'un certain sang-froid malgré son jeune âge. Le duc charge le jeune homme de remodeler le jardin de Chatsworth House, dont il deviendra le jardinier en chef 7 ans plus tard. Curieux, ingénieux, à défaut d'être ingénieur, intelligent à n'en pas douter, un brin opportuniste et aussi complètement autodidacte dans le domaine de la construction et de l'ingénierie,
Joseph Paxton s'inspire des travaux sur l'esthétisme et le pittoresque de Richard Paynay, des travaux sur les serres de John Loudon, un botaniste et architecte paysagiste, et le journal horticole le plus influent de son époque pour façonner le jardin de Chatsworth. Il agrandit l'arboretum, ce qui nécessita le détournement d'un cours d'eau sur 3 km, construit plusieurs serres pour les collections d'orchidées, ainsi que le mur conservateur qui abrite aujourd'hui les arbres fruitiers. Il installe un jardin de rocailles, construit en souvenir des Alpes découvertes lors du grand tour d'Europe qu'il fit avec le duc, et dont le clou du spectacle est le rocher Wellington et sa cascade qui culmine à près de 14 mètres de haut. Il en fait un immense jardin enchanteur que l'on peut encore visiter de nos jours. Entre 1836 et 1842, Joseph Paxton est sur tous les fronts. Il se fait urbaniste, il est chargé avec l'architecte John Robertson de reconstruire le petit village d'Enge qui, aux yeux de notre duc, avait un inconvénient majeur, celui d'être visible depuis sa demeure de Chatsworth House. Quel outrage! Du haut de sa colline, le nouveau village est étrangement constitué d'un mélange de différents styles de maisons, du style Tudor au style normand, des cottages de style suisse au villa style italien. La légende raconte que le duc, particulièrement occupé quand il a parcouru le portfolio des plans de maisons dessinés par l'architecte, a simplement commandé une maison de chaque exemplaire. Mais surtout, il entreprend sa première grande réalisation avec le concours de l'architecte Decimus Burton. Une immense serre dans le parc de Chatsworth, The Great Conservatory. Le bâtiment de 84 mètres de long, 37 mètres de large et 19 mètres de haut a, révolution industrielle oblige, une structure métallique. C'est la plus grande serre construite à cette époque grâce à des éléments préfabriqués. Des escaliers permettent d'accéder aux branches d'arbres les plus hautes et une galerie fait le tour de la nef centrale. La serre dispose d'un ingénieux système de chauffage très gourmand en charbon. Les 8 chaudières de Logresse dévoraient 400 tonnes de charbon chaque hiver, mais quand on aime, on ne compte pas. Achevé en 1840, le bâtiment était si exceptionnel pour l'époque, avec ses plantes exotiques, ses oiseaux d'origine tropicale, ses poissons qui nageaient dans des bassins d'eau au milieu des grands rochers, que la reine Victoria herself fit la visite confortablement installée dans une calèche. Si cette serre n'est plus visible aujourd'hui, le Black's Guide, un guide de voyage de 1864, nous donne une idée de la somptuosité du bâtiment. Je cite. L'effet léger et aérien des toits de verre, l'air embaumé, la lumière et l'ombre qui se disputent la maîtrise, la noble variété de la végétation tropicale et les myriades de colibris de toutes les couleurs qui volent alentour nous transportent pour un temps dans les régions de l'été perpétuel et dans les jardins enchanteurs. Le bâtiment et ses frileux occupants n'ont malheureusement pas survécu à la Première Guerre mondiale et à la pénurie de charbon. La grande serre va finalement être démolie en 1920, un labyrinthe marque aujourd'hui l'emplacement de la première grande réalisation de Joseph Paxton. Mais cette première construction de fer et de verre a été à l'origine de beaucoup d'autres. La Palm House de Belfast en Irlande, achevée elle aussi en 1840, ou encore la serre de Kew achevée en 1848. On peut considérer cette grande serre du domaine de Chatsworth comme une sorte de première esquisse du Crystal Palace. Mais Joseph Paxton se remet à l'ouvrage avant de concevoir le mythique bâtiment de Hyde Park grâce à un nénuphar géant en 1849. En 1801, au cours d'une expédition en Amérique latine, un botaniste découvre cette splendeur de la nature et n'a qu'une idée en tête, ramener sa découverte en Europe. Problème, la splendeur à qui le prénom de la reine fut donné est capricieuse, et de nombreux horticulteurs échouent à l'acclimater jusqu'à ce que notre brillant jardinier entre en scène. Il ne lésine pas sur les moyens, d'autant que le duc est très généreux, et construit une serre avec un immense bassin rien que pour elle à Chatsworth, la Victoria Regia House ou Lily House. Miracle, le nénuphar fleurit et Annie, la fille de notre illustre jardinier, témoigne de la robustesse de ses feuilles. Ce nénuphar s'avère très important pour la conception du Crystal Palace, et ce pour 2 raisons. La première trait à l'aspect technique du bâtiment. Il le mentionnera d'ailleurs dans un article publié dans The Civil Engineer and Architects Journal en octobre 1850. Je le cite. Il m'est venu à l'esprit qu'il suffisait d'un certain nombre de structures telles que la Lily House, répétées en longueur, largeur et hauteur pour former, avec quelques modifications, un bâtiment approprié pour l'exposition de 1851. La seconde raison est que c'est ce nénuphar qui lui a inspiré la conception de la verrière en arc de cercle du Crystal Palace. Avec ses nervures rayonnantes et ses nervures transversales flexibles, la nature a, dit-il, doté la feuille de poutres longitudinales et transversales. Pour la construction de la Lily House, Joseph Paxton a inventé 2 procédés qui vont révolutionner la construction des serres et dont il va se servir pour la construction du Crystal Palace. La première est l'utilisation du principe de faîtage et sillon pour la réalisation des toits plats. Ce principe, mis au point par Claudius Loudon dès 1816, qui permet une meilleure luminosité dans les serres horticoles, est repris par Joseph Paxton en 1833 pour la construction de la maison en pin sur le domaine de Chatsworth. Il l'améliore pour la Lily House en remplaçant les châssis métalliques par des châssis en bois moins sensibles au changement climatique.
La seconde est l'invention d'une machine à rainurer le bois, fonctionnant à la vapeur, ce qui va réduire considérablement la main-d'œuvre ainsi que le temps de fabrication des châssis accueillant les vitres. Joseph Paxton sera d'ailleurs récompensé pour cette innovation en 1841 par la Society of Art. Ce nouveau procédé n'est possible que grâce à l'invention par la Chance Brothers and Company, située non loin de Birmingham, de la feuille de verre. Petit aparté sur cette entreprise de verrerie. Cette petite usine s'étend sur 16 hectares, était desservie par un canal et une voie de chemin de fer pour l'acheminement des marchandises, utilisait 1000 tonnes de charbon par semaine et employait 1200 ouvriers logés sur leur lieu de travail, une petite usine donc. La technique de fabrication met les ouvriers à rude épreuve. Tout commence avec une énorme goutte de verre semi-fondue. Le souffleur la balançait dans une profonde tranchée du sol pour former un cylindre allongé. Le cylindre obtenu était ensuite entaillé pour la découpe et placé dans un four où il était réchauffé puis aplati en feuilles. Un membre de la famille Chance inventa également une machine à polir le verre, ce qui permit à l'entreprise de pouvoir proposer un produit haut de gamme à ses clients, dont Joseph Paxton qui les mit au défi de fabriquer des feuilles de verre de 10 pouces par 49, le plus grand format réalisable à l'époque, pour le Crystal Palace. C'est d'ailleurs les dimensions de ces carreaux de verre qui ont donné les proportions du futur palais d'exposition. Un grand homme, ce Joseph Paxton, mais comme le dit le proverbe, derrière chaque grand homme se cache une femme. Intéressons-nous donc à Sarah Paxton. Sarah n'est pas seulement l'épouse de Joseph, c'est aussi son bras droit. Lors de la construction de la grande serre de Chatsworth, son mari s'absente pendant 7 mois en 1038 car il accompagne le duc lors de son fameux grand tour d'Europe à la recherche de plantes. Elle reçoit ses instructions par lettre et dirige les contremaîtres, ce qui détonne dans un monde victorien dominé par les hommes. Les lettres échangées entre les époux révèlent l'étendue de son implication, sa connaissance approfondie de l'horticulture et son large éventail de fonctions qui comprenaient l'organisation des paiements des travailleurs, le recrutement du personnel pour la maison et le jardin ou encore la gestion des locataires du domaine. C'est donc en 1850 que Joseph Paxton va mettre à profit toute son expérience pour imaginer le cadre de l'exposition universelle qui doit se tenir l'année suivante. Le projet semble au point mort. Tout part d'une petite esquisse dessinée le 11 juin sur un papier buvard lors d'une réunion du conseil d'administration des chemins de fer, car oui, notre jardinier aux multiples casquettes, l'homme le plus occupé d'Angleterre, disait aussi de lui Charles Dickens, est également directeur du London Midland Railway grâce à des investissements judicieux dans les actions et les parts du secteur ferroviaire. En étudiant cette première esquisse, on remarque que les grands principes qui feront le succès de l'édifice sont déjà reconnaissables, le modèle de la serre et de la structure modulaire. Joseph Paxton a peu de temps pour transformer cette ébauche à main levée en plan d'architecte à présenter à la commission de sélection. Il a du pain sur la planche. Il fait appel à un ingénieur qui a une solide connaissance de l'ingénierie structurelle mettant en œuvre la fonte et le fer forgé et qui travaille pour le London Midland Railway, William Barlow. Ce dernier va lui apporter son aide pour la préparation des calculs structurels de la charpente du bâtiment. Le 20 juin, soit 9 jours après avoir gribouillé son esquisse sur du papier buvard, Joseph Paxton prend le train pour Londres avec son projet sous le bras. Les délais sont largement dépassés, mais notre fringant jardinier veut tenter sa chance. À la gare de Derby, il va rencontrer par le plus grand des hasards Robert Stevenson, l'un des membres du comité, qui se montre très enthousiaste. Dès le lendemain, il contacte la Fox and Anderson Company, spécialisée dans la fabrication d'équipements ferroviaires et bien connue de Robert Stevenson. La production de la compagnie comprenait tubes en fer forgé, ponts, charpentes pour des toits, chaudières, machines à vapeur, réservoirs, gazomètres, etc. C'est leur expertise en matière de ferronnerie de charpente qui a conduit Joseph Paxton à les inviter à participer à son projet de fer et de verre pour le Crystal Palace. La Fox and Anderson Company dut par la suite faire appel à de nombreux sous-traitants pour alimenter le gigantesque chantier en bois, en fonte, en fer forgé et en peinture. Joseph Paxton contacte aussi la Chance Brothers Company, qui est l'entreprise de verrerie à laquelle il a fait appel pour les serres de Chatsworth. À l'issue de ces différents entretiens, Joseph Paxton est capable d'estimer financièrement le projet, mais ce dernier ne soulève pas l'enthousiasme malgré l'appui de Robert Stevenson. C'est alors que Joseph Paxton, ambitieux et sûr de lui, va jouer un coup de maître en faisant publier dans l'Illustrated London News un article illustré et très détaillé le 6 juillet. Après une rapide description du bâtiment alliant une structure en fer et un toit en carreaux de verre, le concepteur y aborde différentes questions. Les questions relatives à la circulation des marchandises et des personnes, les questions financières avec la fabrication de différents composants en série, le recours à des nouvelles technologies et le recyclage de ces mêmes composants une fois l'exposition terminée, les questions techniques de ventilation, de chauffage et le système d'évacuation des eaux de pluie. Et quel succès! Le public est enthousiaste.
Le comité accepte le projet le 15 juillet à la condition que le transept soit suffisamment haut pour enfermer les grands angles qui étaient une vingtaine de pieds plus hauts que le toit proposé. Joseph Paxton imagina alors le fameux transept voûté en berceau qui devait être l'élément le plus gracieux et le plus distinctif du bâtiment avec sa structure en forme de nénuphar. Le 30 juillet, les travaux peuvent commencer, le temps presse. Quelques chiffres. Le futur bâtiment mesurera 456 pieds de large, soit environ 124 mètres, par 1848 pieds de long, soit environ 563 mètres, pour une surface de 93 000 mètres carrés. Il culminera à 51 mètres de hauteur. Il est plus simple de raisonner en pieds et en pouces. Toutes les mesures sont des multiples de 24, soit la distance en pieds entre deux colonnes, elle-même définie par la largeur des carreaux de verre, comme nous allons le voir. Un journal, The Builder, qui propose des actualités, des analyses et des articles d'opinion sur les dernières avancées dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, des matériaux de construction et de la technologie, s'étonne suite à la décision du comité dans son numéro de juillet 1850. L'influence considérable exercée en faveur du projet actuel, la grave injustice commise par son acceptation envers les architectes et ingénieurs qui ont consacré leur temps et leur réflexion aux travaux en réponse à l'invitation des commanditaires, et la manière dont l'accord a été conclu avec les entrepreneurs pour une exécution sans appel d'offres, nous conduisent à considérer la structure en construction avec moins de confiance et des sentiments moins agréables que nous aurions volontiers exprimés. Les rédacteurs de ce journal auront peut-être été la seule épine dans le pied de Joseph Paxton. Jusqu'à sa mort et même après, ils dénonceront le non-respect des délais pour le dépôt du projet, le non-respect du cahier des charges, la présence conséquente de bois qui ne rendait pas du tout le bâtiment ignifuge, le favoritisme dont Joseph Paxton aurait bénéficié, mais aussi son incompétence dans la réalisation. Il suffit de lire sa notice nécrologique dans le numéro du 17 juin 1865. Les rédacteurs, tout en reconnaissant que Joseph Paxton avait une perception intuitive de ce qui serait une bonne construction, lui font un reproche, celui d'être ni architecte ni ingénieur. Jalousie, amertume, rancœur, condescendance. Parce que l'architecture ne s'improvise pas, parce que l'ingénierie ne s'improvise pas, le Crystal Palace ne peut être l'œuvre que d'un seul homme, en l'occurrence l'œuvre d'un simple jardinier. Il leur semble donc nécessaire de rappeler, encore et encore, que sans l'aide de ces spécialistes de la construction, sans leurs compétences et sans leur prise en charge de l'ensemble du chantier, le nom de Joseph Paxton ne figurerait pas dans les livres d'histoire. La pilule a décidément du mal à passer. C'est pourtant son nom que l'histoire avec un grand H a retenu. Par facilité peut-être, mais aussi parce que l'histoire aime les contes de fées. Autre journal, autre ton. Dans un hebdomadaire humoristique et satirique de Punch of the London Charivari, l'une de ses plumes, un certain Douglas Jerrold, va le premier, dans sa chronique Bit of My Mind du mois de juillet 1850, parler d'un Palace of Very Crystal. La formule est restée. La première phase des travaux débute donc fin juillet. Il s'agit de monter une palissade en bois de 2,50 m pour délimiter la zone de chantier et de construire des bureaux temporaires, des hangars et des écuries. Enfin, il s'agit surtout de préparer le terrain. Ce travail revient au jeune topographe William George Branger, qui a été l'apprenti de Charles Fox lors de la construction de la ligne de chemin de fer Londres-Birmingham. Sa mission est de déterminer les points d'ancrage de toutes les colonnes de l'édifice. Un travail de précision sur lequel repose l'assemblage et la stabilité de l'ensemble du bâtiment. À défaut de télémètre laser, un outil ingénieux fut utilisé. Des tiges de pin américains de 24 pieds sur la distance entre deux colonnes, au bout desquelles, près des extrémités, des pièces de métal ont été fixées. L'étalon de la Société d'astronomie a été utilisé pour toutes les mesures importantes des pièces moulées et les autres parties du bâtiment, afin de garantir leur parfaite concordance. Ce fut peut-être la partie la plus critique du montage de cette gigantesque structure. Mais avant de se lancer dans des considérations techniques, peut-être serait-il judicieux de rappeler la structure générale du Crystal Palace. Le bâtiment, de forme rectangulaire, est organisé de façon géométrique. Il est traversé par deux voies de circulation principales qui se croisent à la manière de la croix de Saint-Georges qui, en terrassant le dragon, devient le saint patron de l'Angleterre du XIIIe siècle. Coïncidence, à vous de voir. La voie de circulation la plus courte, appelée le transept, qui relie l'entrée principale côté Kensington Road au parc, est recouverte d'une voûte en berceau, tandis que la plus longue, sur un axe est-ouest, est recouverte par un toit plat. Il y a naturellement des voies de circulation secondaires, 5 de part et d'autre du transept et 2 de part et d'autre de l'axe est-ouest. Le bâtiment comprend 3 niveaux organisés en escalier. Le rez-de-chaussée est une première galerie occupée par les exposants et une seconde galerie inoccupée. Les façades sont intégralement vitrées. Structurellement, le bâtiment est bien sûr plus fragile à la croisée des deux voies de circulation et au niveau des 4 entrées.
Si les ormes majestueux sont à l'origine de la voûte en berceau, la présence de bosquets d'arbres a nécessité la construction de 2 cours ouvertes à l'intérieur du bâtiment, ainsi que la présence d'éperviers pour faire fuir les oiseaux qui auraient pu, dans leur candeur, se soulager sur les robes des dames ou les costumes des messieurs. Près des buvettes, les premières water closets publics avec chasse d'eau sont installés dans ce que l'on a appelé chambre des retraites. Pour un penny, le siège est propre et une serviette, un peigne et du cirage pour les chaussures sont à disposition. Quel luxe! Plus sérieusement, le Crystal Palace est comparable à un gigantesque mécano. Ce jeu de construction à base de boulons et de vis inventé en 1898 par un Anglais, of course. L'ensemble de la structure repose sur des portiques de 24 pieds de long. Un portique est un assemblage d'éléments préfabriqués et standardisés, ce qui est rendu possible grâce à la fabrication en série. L'existence même du Crystal Palace n'est donc rendue possible que grâce à la révolution industrielle. C'est en ça que le bâtiment est révolutionnaire. Il n'est absolument pas l'expression d'une culture artistique, il n'est que le produit de l'ingénierie et de la faisabilité technique. Comment ça marche? À la base du portique, il y a 2 colonnes de fonte qui mesurent 24 pieds de haut, espacées de 24 pieds qui portent une poutrelle en treillis de 24 pieds de large. Colonnes et poutrelles sont assemblées à l'aide de boulons. Il suffit ensuite de 2 autres colonnes et de 3 poutrelles pour former une travée, un module autoportant de 24 pieds de côté. Les boulons. Parlons-en des boulons. La construction du Crystal Palace a nécessité 30 000 boulons et écrous. Or, jusque-là, chaque paire boulons-écrous était fabriquée sur mesure par des artisans qualifiés qui s'assuraient de leur bon assemblage. À chaque écrou correspond un seul et unique boulon. Joseph Whiteworth, ingénieur de son état, se pencha sur ce problème de visserie et préconise une uniformisation du système en faisant correspondre le diamètre et filtrage, car, comme il le dit dans un article de 1841, la variété des filetages adoptés par les différents fabricants entraîne de grands inconvénients. Les ingénieurs du Crystal Palace adoptent donc la norme Whiteworth, comme en témoignent les boulons d'origine conservés au Crystal Palace Museum. On imagine le soulagement des ouvriers du chantier qui n'ont plus à chercher l'âme sœur de chaque écrou ou boulon égaré. Cette norme, la BSW pour British Standard Whiteworth, sera par la suite adoptée par les Britanniques en 1905. Le chantier est en flux tendu. Il est dépendant de la production des colonnes et des poutrelles en fer. Il faut compter environ 18 heures entre la sortie d'usine d'une colonne et son arrivée sur le chantier. Le rez-de-chaussée n'est pas encore terminé que déjà les planchers sont posés et que les galeries s'élèvent. Sans l'utilisation de certaines machines à vapeur, de certains outils, l'avancement des travaux n'aurait pas été aussi rapide et spectaculaire. Raboteuses, scies, perceuses, poinçonneuses mais aussi machines à peindre, grues et installations ingénieuses permettent la réalisation des travaux en l'absence d'échafaudage. Face au gigantisme du bâtiment et au vu des moyens logistiques et techniques de l'époque, il m'était difficile d'imaginer un tel chantier, sa progression, les différentes étapes de construction. Si vous êtes comme moi, une petite visite à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris s'impose. Pour info, la cité est ouverte tous les jours de 11 h à 19 h, sauf le mardi. Y sont exposées 2 maquettes, une maquette d'ensemble à l'échelle 1 millième et une maquette qui présente le bâtiment en chantier. Je vous emmène donc sur le chantier du Crystal Palace. La maquette reprend certaines illustrations de George Manson dans l'ouvrage de Peter Berlin et de Charles Flower, The Crystal Palace, Its Architectural History and Constructive Marvels, paru en 1851. Le géomètre a fait ses mesures, les 2 ormes sont protégés, de nombreuses pièces moulées, des éléments de charpente comme les nervures semi-circulaires du toit du transept sont déjà arrivés sur place, les travaux de terrassement sont terminés et la première colonne est posée le 26 septembre 1850. Les colonnes et les poutrelles sont enregistrées et testées avec une presse hydraulique en moins de 5 minutes grâce à la grue d'Eric. Pour les colonnes, on dresse 2 poteaux reliés par une pièce horizontale formant ce qu'on appelle des jambes de force. Une corde munie de poulies fixée à la pièce horizontale sert à hisser la colonne et à la maintenir en position verticale jusqu'à ce que celle-ci soit boulonnée. Une fois les 2 colonnes fixées, c'est au tour des poutrelles d'être hissées puis montées. Elles supportent les planchers ou les toitures. Il existe donc différents modèles selon les charges qu'elles ont à porter. Et rien que pour le rez-de-chaussée, j'ai compté 1056 colonnes. Une fois les colonnes installées, il reste les galeries et la toiture. Intéressons-nous à l'axe est-ouest, la plus grande voie de circulation de 72 pieds de large. Les dernières colonnes doivent accueillir les fermes qui soutiennent la toiture de verre plat. Ce sont des fermes de 72 pieds de large et de 3 pieds de haut en fer forgé pour un poids de 1100 kg qu'il a fallu hisser au-dessus de l'avenue principale. Au niveau de la croisée, 4 fermes plus imposantes sont installées puisqu'elles font 72 pieds de large pour 6 pieds de haut et pour un poids entre 6 et 8 tonnes. Pour les hisser, un mât de plus de 22 mètres de haut est placé au centre de l'avenue et est maintenu en position verticale par des câbles de guidage. Les fermes sont amenées de leur point d'assemblage et placées en travers de l'avenue principale. Une fois arrimées, 6 chevaux tirent sur les câbles de suspension et, en quelques minutes, la ferme est hissée à sa hauteur vertigineuse. Au total, en une journée, un mât pouvait hisser jusqu'à 7 fermes.
La mise en place de la voûte en berceau est certainement la plus fastidieuse de toutes. Elle attire d'ailleurs de nombreux visiteurs. Imaginez, deux nervures cintrées en bois d'un peu plus de 72 pieds de diamètre. D'abord posées à plat, elles sont redressées et espacées de 12 pieds avant d'être assemblées avec les nervures intermédiaires et un système de panne, sorte de fixation horizontale et de tirant pour garantir la stabilité de la structure lors de sa mise en place. C'est au moment de lever cette structure que les choses se compliquent. La largeur de la voûte étant supérieure à celle du transept, il faut donc surélever les nervures en position inclinée avant de les redresser une fois le transept dépassé pour enfin les fixer à la structure. L'opération est renouvelée 16 fois et en une semaine, la voûte est montée. Une fois les fermes et les nervures installées, il faut encore poser les vitrages. Cette opération est rendue extrêmement difficile en l'absence d'échafaudage, d'autant que c'est l'hiver et que Londres est quelque peu humide, voire très humide. Une solution rapide est trouvée. Il s'agit d'une plateforme mobile sur 4 petites roues capables de se déplacer dans les gouttières du bâtiment. Les ouvriers à bord étaient protégés des intempéries par une toile tendue sur des arceaux et un espace était dédié au stockage des matériaux. Les galeries sont desservies par 8 escaliers doubles avec un palier à mi-hauteur qui repose sur 8 colonnes en fonte. Ils sont régulièrement répartis le long de la grande voie de circulation de part et d'autre du transept. Les marches et la rampe sont en bois tandis que la structure est bien sûr en métal. Si d'aventure les caractéristiques techniques du bâtiment vous intéressent, je vous invite à consulter l'ouvrage de Peter Berlin et de Charles Flower déjà mentionné. On y parle aussi soubassement, béton, gouttière, barre de châssis, pièces de liaison, contreventement. La liste est encore longue. Le bâtiment est terminé 3 mois avant l'inauguration, ce qui laisse du temps pour aménager l'exposition. Il aura nécessité 3300 piliers portant en fonte, 2224 poutrelles, 300 000 carreaux de verre sur 325 km de châssis de bois, 83 612 mètres carrés de verre, 205 000 cadres de bois, 3800 tonnes de fonte, 700 tonnes de fer forgé. Une chaufferie abritant 5 grandes chaudières, la Boiler House, est aussi construite à 150 pieds de l'angle nord-ouest du bâtiment. De structure métallique mais habillée de briques, elle sert comme convenu avec les entrepreneurs à alimenter gratuitement les différentes machines à vapeur de l'exposition. L'intérieur est segmenté en 4 sections qui furent reprises par la suite pour les prochaines expositions universelles. Elles sont clairement représentées sur un plan à l'attention des visiteurs. 1. Les matières premières avec 4 catégories. 2. Les machines avec 6 catégories. 3. Les produits manufacturés avec 20 catégories. Et 4. Les beaux-arts. Toutes les connaissances du moment sont exposées en un seul lieu grâce à 15 000 exposants appartenant à 40 nations. C'est sans surprise que la Grande-Bretagne, première puissance économique mondiale, occupe la moitié de cet espace pensé dans les moindres détails. Voyons-les dedans. Un soin particulier a été donné à la décoration intérieure du bâtiment par Owen Jones qui s'est aussi occupé de l'agencement des différentes expositions. Owen Jones mérite une petite digression, oui, encore une. Architecte de formation et souvent qualifié de l'un des théoriciens du design les plus influents du XIXe siècle, il rapporte de son grand tour une masse d'informations, notamment sur l'Alhambra de Grenade en Andalousie, qu'il publiera de 1836 à 1845 sous le titre de Plans, Elevation, Sections and Details of the Alhambra. Pour ce faire, il mit au point un nouveau procédé en chromalitographie pour rendre justice aux couleurs utilisées dans l'édifice. C'est d'ailleurs l'utilisation de la géométrie et de la couleur par les artistes andalous qui va en partie l'influencer pour la décoration intérieure du Crystal Palace. L'ensemble de ces découvertes en matière de décoration en architecture a été publié sous le titre de Grammar of Ornaments en 1856. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que les azulejos de l'Alhambra ont fasciné et inspiré un certain Escher qui a entrepris 100 ans plus tard le même travail d'observation pour ces pavages que j'ai récemment pu voir exposés à Toulouse. Owen Jones s'est aussi inspiré des travaux de George Field, un chimiste britannique auteur d'une théorie des couleurs en 1835 qu'il a développée dans son ouvrage Chromatographie. Pour développer sa théorie, George Field s'est lui-même fortement inspiré de la théorie de Moesus Harris qui, en 1766, publia The Natural System of Color, où il propose une roue chromatique dans laquelle il essaie de concilier la théorie de Newton sur le spectre lumineux et la création de couleurs avec des pigments. George Field se concentre, lui, uniquement sur les pigments. Il compte 6 couleurs primaires, les traditionnels jaune, cyan et magenta, auxquels il ajoute le orange, le vert et le violet, et oriente ses travaux sur la notion d'harmonie. Selon lui, un assemblage peut être comme en musique, consonantique ou dissonant. L'assemblage des 3 couleurs primaires, soit le jaune, le magenta et le cyan, est selon lui harmonieux, il est le reflet de la Sainte Trinité. Owen Jones va choisir cette combinaison car il fait face à 2 contraintes.
La première est la lumière, qui est diffusée à travers des toiles tendues sous les toitures planes pour limiter la température à l'intérieur du bâtiment. La seconde est la nature même du bâtiment, une ossature en métal qui serait noyée et qui perdrait de son caractère avec du blanc, une couleur plus foncée, voire une couleur pastel. Owen Jones souhaite surtout apporter de la profondeur et de la vie, soit ce qu'il appelait une floraison de couleurs à l'intérieur du Crystal Palace, une touche de peps, car il considérait, je cite, que la forme sans couleur est comme un corps sans âme. Lors d'une conférence à l'Institut des architectes britanniques le 16 décembre 1850, il explique sa démarche ainsi. Nous adoptons naturellement les couleurs bleu, rouge et jaune dans ou près des proportions neutres de 8, 5 et 3, mais pour éviter tout antagonisme brutal des couleurs primaires lorsqu'elles sont en contact, ou toute couleur secondaire complémentaire indésirable résultant de la proximité immédiate des couleurs primaires, je propose dans tous les cas d'interposer une ligne blanche entre elles, ce qui les adoucira et leur donnera leur vraie valeur. Comme prévu, l'inauguration a lieu le 1er mai 1851. Une inauguration en grande pompe par la reine Victoria en présence du prince Albert qui a été avec Henry Cole à l'origine du projet, de leurs enfants et de 25 000 invités. La population est venue en masse pour acclamer la souveraine qui reviendra 34 fois au Crystal Palace. Parmi la foule, des journalistes français qui relatent dans la langue de Molière les événements londoniens dans le journal illustré de l'exposition avec une touche de chauvinisme, un brin de mauvaise foi et quelques coups de patte. Pour une livre, prenons un ticket et, armés du plan généreusement fourni par le journal, allons découvrir l'exposition comme les 6 millions de personnes qui ont poussé les portes du Crystal Palace. Notre première impression concorde avec celle de nos journalistes. Peut-être au premier aspect n'est-on pas frappé par la vaste amplitude de cette étonnante construction, il faut que l'œil s'accoutume à ces immenses perspectives, il faut qu'il s'en rende compte, qu'il en ait conscience avant de les juger. Mais bientôt, l'esprit est saisi, et l'on reste étonné de la hardiesse de la conception et de la grandeur de l'œuvre. Remontons le transept. Nous arrivons là où la reine était assise lors de l'inauguration. Notre regard est très vite attiré par l'immense fontaine en cristal de plus de 8 mètres de haut où coule de l'eau de Cologne. Dessinée par l'entreprise anglaise Holzer, la fontaine scintille grâce à ses 4000 kilos de cristaux taillés. Nos journalistes font les difficiles, voici ce qu'ils disent à son sujet. Fontaine trop riche de corps pour son âme, trop massive en cristal, trop pauvre en eau. Ne serait-ce pas là un brin de mauvaise foi ? Prenons à gauche. Nous intéressons dans la partie anglaise de l'exposition qui occupe à elle seule la moitié du bâtiment. Oh, une machine télégraphique, les orgues qui ont joué pour la reine Victoria, des statues, des machines à vapeur et cette monumentale presse hydraulique, des grues, des pompes, des moulins à sucre, des machines à dentelle, des moulins à farine, des hélices, un camion de pompiers, une locomotive, des wagons, une faucheuse, une moissonneuse, un parc à moutons, un télescope de 5 mètres de distance focale, un pronostiqueur de tempête à sangsues vivantes, un service à thé Wedgwood qui n'est pas au goût de nos journalistes, surcharge d'ornementation, goût suspect, elle a en peu de mots l'impression que produit à première vue ce travail bien au-dessous du reste de celui de nos artisans parisiens. Mauvaise foi quand tu nous tiens. Ça sent bon les épices. Nous sommes arrivés dans le secteur exotique des colonies anglaises, l'Australie, l'Inde, les Moluques, le Brésil, l'Amérique du Sud tout entière. Des châles en cachemire, des mousselines brodées d'or, 50 sortes de thé, une selle d'éléphant, un palanquin, des défenses sculptées, des boîtes à parfum, des pierres précieuses. Et le plus gros diamant de la couronne, le Koh-i-Noor, la montagne de lumière, a quitté la tour de Londres. Ne serait-ce pas aussi la broche de Tara qui a été découverte l'année dernière ? Et la France dans tout ça. Rebroussons chemin, admirons un moment la magnifique arche en berceau et cap à l'est. Nous n'avons pas à rougir, en toute objectivité, ce ne sont pas nos journalistes qui vont nous contredire. Tapisserie d'Aubusson et des Gobelins, la spectaculaire toilette de la duchesse de Parme par l'orfèvre Froment-Meurice, porcelaine de Sèvres, les soieries lyonnaises, les meubles boules, les bronzes de M. Paillard, un magnifique candélabre Louis XIV, et que dire de cette très grande pendule à girandole. Un peu plus chic que cette ignoble statue en caoutchouc de M. Goudir. Mais quelle idée! Des armes, un pistolet Colt, de gros ballots de coton, un baromètre, des paratonnerres, une faucheuse, une église flottante comme à Philadelphie, des instruments de chirurgie, des machines agricoles, des prothèses dentaires. Vous l'aurez compris, c'est un festival d'objets, d'innovation et de modernité. Avec cette exposition, la bourgeoisie du monde érige son panthéon dans la Rome moderne où elle s'expose avec une fière autosatisfaction les dieux qu'elle s'est elle-même créés. Karl Marx, 1818-1883. L'exposition ferme ses portes le 15 octobre 1851. De la vie générale, ce fut un immense succès sur tous les plans, notamment sur le plan économique, puisque les bénéfices ont permis, entre autres, la construction du Victoria and Albert Museum, dont Henry Cole devient le premier directeur comme un remerciement pour service rendu.
Notre cher Joseph Paxton est anobli par la reine, mais il est temps de démonter le bâtiment éphémère aux grandes dames de certains, dont le Punch, ce journal satirique qui a donné au célèbre bâtiment son nom. Le Parlement vote le démontage de l'édifice en avril 1852, et c'est une deuxième histoire qui commence. Un mois plus tard, les rédacteurs du Bulder publient un article très sérieux concernant un projet fou, un projet qui tient à la fois du phare maritime et d'une tour de l'horloge, celui de Charles Burton. En effet, il propose de construire une tour de 300 mètres de haut en recyclant les matériaux du Crystal Palace. Le plan est expliqué en détail et le concepteur ne doute pas de la viabilité d'un tel projet, tant sur l'aspect technique qu'esthétique. Un bâtiment d'une telle hauteur, qui éclipserait tous les autres, pourrait renforcer la renommée mondiale de la capitale du Royaume-Uni, d'autant que la Fox Anderson Company a estimé que le projet était réalisable. Le projet est refusé. La première tour de plus de 300 mètres sera française. Elle sera construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 et portera le nom de son concepteur. La tour Eiffel restera le monument le plus haut du monde pendant près de 40 ans avant d'être détrônée par le Chrysler Building, célèbre gratte-ciel new-yorkais. Une société de chemin de fer rachète le Crystal Palace à la Fox Anderson Company et décide de le remonter à Sydenham, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Londres. Il est encore plus imposant et coûte 9 fois plus cher que celui de 1851, car Joseph Paxton, fort de son retentissant succès et de son récent anoblissement, voit les choses en grand, en très grand, en trop grand. Le projet nécessita des matériaux supplémentaires considérables, car il comptait 5 étages au lieu des 3 d'origine, et en raison de sa longueur supplémentaire, des transepts nord et sud furent ajoutés au transept central afin d'équilibrer l'édifice. Le premier pilier est érigé le jeudi 5 août 1852 et le bâtiment est inauguré le 10 juin 1854 par la reine Victoria. 2 châteaux d'eau en briques de 86 mètres de haut destinés à alimenter les jeux d'eau du parc encadrent le bâtiment. Le 10 juin 1854, le Crystal Palace, deuxième version, ouvre ses portes. C'est un lieu de loisirs et de divertissement prisé, mais un gouffre financier. D'autres villes voulurent leur Crystal Palace. New York, Munich, Montréal, Sydney, Amsterdam et Madrid, et seul celui de Madrid a échappé à un incendie. Le palais est en faillite en 1911 et est complètement détruit dans un incendie le 30 novembre 1936. Les 2 châteaux d'eau seront démolis en 1941 pour empêcher leur utilisation comme repère par la Luftwaffe lors des bombardements allemands. À Sydenham, du Crystal Palace, il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges, même si la nature a repris ses droits. Une statue monumentale en hommage à Joseph Paxton, réalisée en 1873 par William Waddington, les terrasses italiennes, les traces du plus grand aquarium d'eau de mer, des sphinx rénovés, des dinosaures et un club de foot. Joseph Paxton, ce self-made man incarnant à la perfection l'esprit du temps, paysagiste et spécialiste des jardins à l'origine, il unit le goût de la nature et le sens des affaires, la publicité et les capacités techniques, l'art et l'industrie, comme le qualifie l'historien François Bédaria, meurt en 1865 en laissant un bel héritage. Il repose dans le petit cimetière d'Engen, non loin du domaine de Chatsworth Forks, et c'est ainsi, chers auditeurs, que se termine la fabuleuse histoire du Crystal Palace.